Vous écoutez Alger Chaîne 3, le journal. Dans l'actualité, cette tension dans les relations algéro-françaises, la diplomatie algérienne regrette la décision de l'Élysée d'expulser des agents consulaires et diplomatiques algériens et de rappeler son ambassadeur. Le secrétaire d'État auprès du ministre des Affaires étrangères, Sofiane Chayeb, s'exprimait ce matin sur nos ondes. Coopération énergétique, le groupe Sonatrach signe 2 accords avec Occidental Petroleum en marge du forum algéro-américain ouvert à Houston. Lutte contre le trafic des migrants, l'Algérie emploie tous les moyens modernes face à ce phénomène. Son expérience déclinée à la rencontre sur la migration qui s'achève aujourd'hui avec l'adoption de recommandations. Dans la bande de Gaza, l'occupation israélienne poursuit son génocide. Elle cible en même temps ses propres soldats détenus par le mouvement de résistance palestinien. Journée du savoir ce 16 avril, plusieurs activités sont organisées à travers le pays avec en toile de fond un hommage et une reconnaissance au legs du Cheikh Ibn Badis. En sport, les finalistes de Dame Coupe désormais connus, un derby entre l'USM Alger et le CR Belouizdad. Madame, Monsieur, bonjour. La tension monte d'un cran entre Alger et Paris. L'arrestation controversée et indigne d'un agent consulaire algérien en France a conduit l'Algérie à procéder à l'expulsion de 12 agents relevant du ministère français de l'Intérieur. À présent, c'est Paris qui revient à la charge en rappelant son ambassadeur. L'Élysée annonce également l'expulsion de 12 agents diplomatiques et consulaires algériens. L'Algérie prend acte et rappelle qu'elle est en mesure de prendre de nouvelles mesures en fonction du principe de réciprocité. Le secrétaire d'État auprès du ministre des Affaires étrangères chargé de la communauté nationale à l'étranger a fait cette déclaration sur nos ondes de ce matin. Sofiane Chayeb répondait à Nariman Mendil. Nous avons pris connaissance et pris acte de cette décision. Nous n'avons pas encore tous les contours précis des personnes qui sont concernées par cette nouvelle décision que nous regrettons. Nous avons clairement indiqué dans notre communiqué du 14 avril que la décision d'expulser des agents relevant du ministère de l'Intérieur français est justifiée par le caractère inédit de la crise et de la tension qui a été créée par ce ministre autour de cette affaire d'arrestation de l'agent consulaire algérien. Donc nous prenons acte de cette décision et en même temps nous rappelons la teneur de notre dernier communiqué dans lequel on a clairement indiqué que nous sommes en mesure, dans le cadre d'une réponse de fermeté, prendre de nouvelles mesures en fonction du principe de la réciprocité. Il faut rappeler qu'une campagne soutenue a été menée contre l'Algérie ces derniers mois, un acharnement notamment du ministre français de l'Intérieur à travers le dernier épisode en date, celui de procéder à l'arrestation d'un agent consulaire algérien en France sans respect des procédures ni des règles d'usage. Le secrétaire d'État auprès du ministre des Affaires étrangères chargé de la communauté nationale à l'étranger s'exprimait ce matin en direct sur les ondes de la chaîne 3. Sofiane Chayeb. Cette cabale judiciaire est toujours instigée par la même personne. On peut clairement dire que c'est une cabale qui a été voulue, designée et mise en œuvre par ce même ministre de l'Intérieur qui a trouvé dans les services mis sous sa tutelle un terrain de jeu en vue de porter atteinte à la nouvelle dynamique voulue par les 2 chefs d'État. Et donc le fil conducteur de la position algérienne au cours des récents mois et des récentes tensions a été toujours le même, c'est celui de faire prévaloir le droit, le corpus juridique qui régit notre relation bilatérale et exercer notre devoir de protection consulaire à l'endroit de l'ensemble des membres de notre communauté installée en France. Conséquence directe de l'attitude de Paris, le Conseil du renouveau économique algérien annonce l'annulation de sa rencontre en France avec le MEDEF. Le CREA explique cette décision par les pressions exercées par les autorités françaises pour faire capoter un projet d'investissement maritime en Algérie. Il dénonce également une incohérence entre le discours apaisant des autorités françaises et les actes sur le terrain. Coopération dans le domaine énergétique. Le patron de Sonatrach prend part au forum algéro-américain qui se tient à Houston. Rachid Hashishi a réaffirmé l'engagement de développer la prospection et par conséquent de l'investissement dans les hydrocarbures, mais également le renouvelable. Des accords ont été signés en marge du forum Hamid Belkacem. Oui, ce forum algéro-américain est important. D'abord par le site, Houston, au lieu des hydrocarbures. Ensuite, parce que l'on pourrait appeler les forces en présence, à savoir Exxon, Mobil, Chevron,
Occidental Airpioduct et ECATE, excusez du peu. Enfin, l'objectif visé, discuter des opportunités de partenariat dans le domaine des hydrocarbures, des énergies renouvelables, de l'hydrogène, sans oublier deux domaines tout aussi importants, à savoir l'efficacité énergétique et la réduction de l'empreinte carbone. Il faut dire que les débats ont été fructueux puisque deux mémorandums d'entente ont été signés entre Sonatrach et Occidental Petroleum Corporation. Cette compagnie américaine, déjà présente dans le bassin de Berkine, entend étendre sa coopération avec Sonatrach à travers de nouvelles opportunités dans le domaine de l'exploration et la production des hydrocarbures en Algérie. Avec 42 projets d'une valeur de 4,5 milliards de dollars, le partenariat économique sino-algérien est renforcé. Des chiffres communiqués par le patron de l'API à l'occasion du forum d'affaires algéro-chinois. La rencontre a été marquée par la signature de 8 nouveaux accords. Ces partenariats couvrent les secteurs automobiles, ferroviaires, industriels et agricoles. Le développement de l'économie nationale repose notamment sur le développement ou la modernisation des infrastructures portuaires. Des chantiers sont ouverts dans ce cadre. Abdelkrim Ghazel, représentant du ministère des Transports, il s'exprimait ce matin en marge du forum maritime. Il est au micro de Lina Addouche. Nous avons le port de Djenjen qui est en cours d'achèvement, un terminal à conteneurs qui va traiter 2 millions de conteneurs par an. La première phase a été livrée, les deuxième et troisième phases vont être achevées fin 2026. Et là, nous allons accueillir des navires conteneurs de moyenne capacité jusqu'à 15 000 EVP. Et le projet future expansion du port de Djenjen, il va accueillir les navires de dernière génération de 24 000 EVP. Lutte contre le trafic de migrants et contre les crimes connexes également. L'Algérie adopte une stratégie intégrée fondée sur la coordination au niveau national et la coopération internationale, tout en s'appuyant sur les nouvelles technologies. Des points soulignés à l'occasion du Forum de la migration qui se tient à Alger. Ibti Aladoun. La traite des personnes et le trafic illicite de migrants sont des crimes transnationaux complexes qui exigent des réponses coordonnées à plusieurs niveaux. De plus en plus de pays mettent en place des mécanismes intégrés de coopération associant institutions nationales, organisations régionales et partenariats internationaux. L'échange d'informations, la formation conjointe et la mutualisation des efforts sont devenus essentiels pour suivre l'évolution de ces réseaux souvent très structurés et technologiquement équipés. Lalini Verasami, chef de mission de l'Organisation internationale pour les migrations. Les mécanismes se font au niveau politique, bien sûr, entre les États. On parle d'une collaboration, encore une fois, qui nécessite une collaboration transnationale, mais on parle aussi de collaboration beaucoup plus technique entre les forces de l'ordre, des échanges d'informations, collaboration de système judiciaire. Quand il y a une enquête qui est soumise pour être évaluée en milieu judiciaire, il y a aussi la collecte de preuves. Lorsqu'une victime est rentrée dans son pays, il y a aussi le témoignage de cette victime. Donc comment faire pour vraiment, ensemble, pour avoir et collecter le maximum de preuves pour amener un cas en justice et avoir justement gain de cause sur cette question. Il y a une collaboration à différents niveaux, que ce soit politique et technique et sécuritaire aussi, bien entendu. On parle de la gestion de frontières pour combattre les personnes trafiquants qui traversent les frontières. Face à cette menace globale, le recours aux technologies avancées, combiné à une coopération renforcée entre États, apparaît aujourd'hui comme une nécessité. C'est en croisant expertise locale, volonté politique et partenariat solide que les réponses pourront être efficaces, durables et centrées sur la protection des droits humains. L'alerte météo pluie toujours en vigueur. Les éléments de la protection civile ont eu fort à faire les dernières heures et pour cause, plusieurs WED sont sortis de leur lit. Les détails avec Nassim Bernaoui, sous-directeur de l'information et des statistiques à la Direction générale de la protection civile. Il est contacté par Maya Elkens. Nos secours ont effectué 20 opérations d'épuisement des eaux pluviales qui se sont infiltrées à travers quelques habitations et édifices publics, notamment à travers les wilayas. Nos secours se sont intervenus notamment au niveau de la wilaya de Djelfa pour le sauvetage de 2 personnes qui étaient à bord d'un véhicule emporté par les eaux de Oued Boudib. Aussi à la commune de Djelfa, il y a eu le dégagement d'un véhicule porté par Oued Sidi Slimane. À la wilaya de Saïda, il y a eu le dégagement d'un véhicule à son bord. 4 personnes qui ont été sauvés dans une situation difficile et aussi il y a eu le sauvetage de 2 personnes coincées dans une maison précaire au lieu dit Takdoura à cause de cumul des eaux pluviales.
Les bombardements se poursuivent à Gaza. Le mouvement de résistance palestinien Hamas a affirmé avoir perdu le contact avec le groupe détenant un prisonnier de guerre israélo-américain dont la libération était prévue dans la dernière proposition israélienne de trêve pour le militant palestinien Hamdan Damiri, même s'il subit la pression de son opinion publique. Le Premier ministre Netanyahou refuse de stopper la guerre génocidaire à Gaza. Il le dit à Rabia Slimani. Bombarder là où ils se trouvent, les otages justement, pour se débarrasser de ce problème qui est utilisé fortement à l'intérieur du public israélien et qu'il demande d'une manière continuelle à ce qu'un accord soit trouvé pour amener les otages israéliens. Netanyahou, il a ses intérêts personnels, le maintien de sa coalition actuelle lui conduit justement à considérer que le problème des otages et la libération des otages israéliens par un accord pose un grand problème pour lui parce que s'il y a un arrêt de la guerre, va ouvrir pour lui le dossier civil dont il a avec la justice israélienne. 3 accusations actuellement. C'est une manière d'envoyer un message vers les Américains. Comme vous avez de contacts de Hamas et de l'administration ou des émissaires américains, il y avait de rencontres. Donc lui, il essaye par tous les moyens d'empêcher à ce qu'un accord quelconque soit trouvé. L'enclave palestinienne subit un siège inhumain. Aucune aide humanitaire n'entre à Gaza et n'entrera à Gaza, prévient ce matin le ministre israélien de la guerre. Il a également affirmé que l'armée d'occupation ne quittera pas les zones qu'elle occupe depuis la violation du cessez-le-feu. L'armée israélienne avec la stratégie en suivant Netanyahou. Donc l'objectif, c'est effectivement de maintenir une présence militaire israélienne, de morceler la bande de Gaza, où l'armée israélienne peut séparer des zones peuplées par les Palestiniens. Netanyahou frappe pour se maintenir au pouvoir et pour maintenir la guerre. On sait très bien qu'il n'y aura pas d'un accord quelconque, il n'y aura pas une seule libération d'un otage israélien sans que l'accord mentionne la fin de cette guerre, même si ça se passe par des étapes, mais qu'il soit mentionné clairement également le retrait des forces israéliennes de la bande de Gaza d'une manière complète. Ça, c'est le dos du monde palestinien. La situation des Palestiniens n'est guère meilleure dans les geôles de l'occupation. 63 sont décédés sous la torture depuis le début de l'agression contre Gaza. Il y a eu par ailleurs plus de 16 000 emprisonnements durant la même période. Ahed Farwana, politologue palestinien, revient sur la situation des prisonniers. Il est joint par Karim Abnour. Notre peuple et surtout nos prisonniers se trouvant dans les geôles sionistes sont dans des terribles conditions. Cette situation a empiré avec la création d'une loi sur les prisonniers dits illégaux. Cela veut dire qu'ils n'ont aucun droit et personne ne doit avoir des informations sur leur sort, surtout ceux de Gaza. Plus de 60 d'entre eux ont été tués en prison et les survivants sont horriblement torturés. Netanyahou, à cause des pressions qu'il subit de la part des familles de prisonniers sionistes détenus à Gaza par l'opposition et surtout les soldats réservistes et notamment les soldats réguliers qui ont signé pour ne plus reprendre la guerre dans la bande. Eh bien, Netanyahou se trouve obligé de conclure des accords avec la résistance. Le général d'armée Saïd Chengriha, chef d'état-major de l'ANP, ministre délégué auprès du ministre de la Défense, a reçu ce matin le ministre mauritanien de la Défense qui effectue une visite en Algérie à la tête d'une importante délégation militaire. Nous aurons à y revenir. Le ministre de la Communication entame une visite à Oran. Mohamed Meziane devrait donner le coup d'envoi demain des rencontres régionales destinées aux journalistes, aux professionnels des médias et aux différents acteurs du domaine. Journée du savoir ou Yawm al-Ilm ce 16 avril, une date qui commémore la disparition de Cheikh Ibn Badis, figure emblématique du renouveau spirituel et intellectuel, fondateur de l'association des ulémas musulmans algériens, colloque réuni justement à l'occasion chercheurs et experts à Constantine, sa région natale. Hayat Karboua. 85 ans après le décès de l'emblématique réformateur musulman algérien, Abdelhamid Ben Badis continue de susciter de l'intérêt et de la curiosité, car des jeunes et moins jeunes trouvent toujours du sens et de grands principes à suivre, que ce soit à travers ses écrits ou sa conduite personnelle. Et comme à l'accoutumée, beaucoup d'activités sont au programme aujourd'hui, des activités officielles comme cette visite et dépôt de gerbes de fleurs sur la tombe du cheikh, ou bien la rencontre régionale de l'Observatoire national de la société
société civile qui se tient dans la salle du Zénith Ahmed Baye, ou bien les activités culturelles, à commencer par celle de la Fondation Abdelhamid Ben Badis qui a débuté ce matin, une exposition de livres édités par la Fondation, récompense pour les lauréats du concours pluridisciplinaire Abdelhamid Ben Badis et l'ouverture d'un colloque portant sur le parcours et la pensée de l'homme et son influence sur le courant réformiste et nationaliste. Enfin, beaucoup d'autres institutions ne sont pas en reste, comme les différentes universités. Exemple, l'université Montouri qui célèbre cette journée du savoir par beaucoup d'activités, dont une grande exposition de livres. Constantine Hayat Kerboua, Alger 3. Une rencontre nationale sur la prévention contre la corruption s'est ouverte ce matin à Gherdaya. Les participants se penchent sur la prévention contre ce phénomène au sein des institutions publiques et les collectivités locales. Les détails avec Mahfoud Karkar. L'université de Gherdaya abrite une journée scientifique nationale à propos du système de transparence et prévention de lutte contre la corruption au sein des institutions publiques et collectivités locales. Écoutons la présidence de la Haute Autorité de transparence, de prévention et de lutte contre la corruption, Salima Mesrati. Toute administration ou institution publique doit implanter au sein de son organisation organico-fonctionnelle des éléments pour garantir la transparence et pour renforcer l'intégrité de l'agent public à travers de plusieurs mécanismes ou plusieurs outils, comme par exemple faciliter l'accès à l'information, numériser le service public, implanter aussi un système d'audit interne pour lutter contre la corruption, aussi par exemple faire un diagnostic ou la cartographie des risques et cerner les postes les plus exposés à la corruption, justement dans le but de lutter contre ce fléau et puis pour renforcer l'intégrité de l'agent public. Les résultats de cette journée vont être enrichis pour but de préparer un avant-projet d'un texte réglementaire qui sera soumis aux spécialistes. De Gherdaya, Mahfoud Karkar pour Alger 3. On passe au sport avec vous, Hamza Rahmouni. On connaît désormais les finalistes de Dame Coupe. Ce sera USM Alger, Shabab Riadi de Belouizdad pour cette 58e finale de la Coupe d'Algérie. L'USM Alger s'est qualifié hier soir aux dépens de l'USM Al-Hagash au stade du 5 juillet grâce à une victoire d'1-0, but signé Adam Alilat sur penalty à la 105e minute +1. Ce sera la première finale pour les Rouges et Noirs de l'USMA depuis 2013. Le CRB qui s'est qualifié également hier en battant le Mouloudia d'Al-Bayad 1-0 grâce à un but d'Abdelrahman Meziane à la 47e minute. 4e finale d'affilée en Coupe d'Algérie pour le Shabab Riadi de Belouizdad et 6e finale entre les deux clubs, entre l'USM Alger et le Shabab Riadi de Belouizdad. Au total, l'USMA disputera sa 18e finale de l'histoire alors que le CR Belouizdad disputera sa 14e finale de l'histoire. Il y a eu hier également un match de mise à jour de la Ligue 1 entre l'Olympique Arbou et le Mouloudia d'Alger. Arbou s'est imposé 1-0 sur penalty, but signé Abdelhak Askar à la 79e minute. Arbou qui remonte au classement à la 11e position. Merci Hamza. Salma Feguir et Erdouan Siassi étaient à la réalisation. Il y avait également derrière la vitre Houssine, Ikram et Adlan. Vous retrouverez Karima Benour pour la météo juste après l'appel à la prière.